Vu ces beaux dessins. Alors, évidemment, aujourd'hui, on va parler de saprofite. Alors, pourquoi évidemment parce qu'il fallait bien qu'on y arrive un jour ou l'autre. Déjà, vous vous souvenez cette petite chose? Ça, ah oui, la tête, elle est partie. Ouais, je les ai défoncés. Mais, mais ça, c'était le champignon d'hier. Ah, on dit bonjour à l'avion qui vient s'entraîner chez nous. Ah, il va peut-être passer Mach 1. Ouais, on va couper. Hein. À boire tavernier. Ah bah ça c'est pas encore prévu. Mais vous pouvez aller chez Best Marmotte, n'est-ce pas, qui a toute sa chaîne qui tourne autour de la boisson, de la bière, parce que c'est un nain dans l'âme. Ils sont pas comestibles ou risque d'hallucination? Ah non, là c'est intoxication et si tu veux pour les bouffer. Alors ceux-là, là, ceux qu'on va regarder aujourd'hui. Regardez-moi comme c'est beau. Ah, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Oui, c'est compliqué de faire le point parce que je suis à différentes profondeurs. Évidemment. Bon, là, ça ira. Voilà, donc c'est celui-là qu'on va regarder aujourd'hui. Hein. Magnifique, on va zoomer un peu dessus. Et... voilà. Il n'a absolument pas bougé. Bon, pour info, je tape là. Hein. D'accord? Je tape ici. Ah, je tape ici. Ça n'a absolument pas bougé. Les saprophytes, comme leur nom l'indique, bon, si vous connaissez un peu la définition, c'est des végétaux, c'est des êtres vivants, alors des plantes, pas des animaux. Voilà, saprophytes, c'est pour ce qui concerne, pas les animaux. Sinon, on appelle ça saprobionte. Tu tapes pas ta souris de la même façon? Si. Voir le live de lundi, la souris ne voulait plus marcher, je l'ai tapé comme ça, et bah, depuis, ça va bien. Ah mince, ils sont aussi durs que du bois. Exactement, Minimoys. Vu qu'ils se nourrissent de bois, de matière en tout cas en décomposition, ils vont particulièrement décomposer le carbone et la lignine qui sont présents dans le bois. Et donc, ils sont hyper durs. D'ailleurs, on va aller voir, je ne pense pas que ça soit ça, mais il y a un champignon qui ressemble beaucoup à ça. Alors, on va vérifier si c'est celui-là, mais il me semble pas. Qui s'appelle l'amadouvier. Et si vous connaissez, enfin si vous vous rappelez un petit peu, à une époque, il y avait des briquets en amadou. Et j'ai jamais compris le concept. Et en fait, le briquet à amadou, eh bien, ça utilise l'amadouvier, me semble-t-il. Mais on va aller vérifier tout ça. J'adore ces champottes d'ailleurs. D'accord, tant mieux. Et donc je disais, bon bah oui, vous en avez d'autres qui sont plus jeunes, plus colorés. Voilà. Le tout petit babou. Oh bah babou. Voilà, mais c'est les mêmes, hein, ils sont voilà, tout aussi dur. Et je disais, pourquoi on parle de saprofite? Mamadou, non, sans le M au début. C'est pas le briquet de Mamadou. Arrête de taxer les briquets, quoi. Rends le briquet. Amadou, très bien pour allumer le feu, tout à fait. Et donc je disais oui, parce que lundi, on a regardé ce champignon dont il reste pas grand-chose. Hein, c'est... voilà. Faut pas que je le mette trop près, sinon ça se voit pas. Voilà, ce petit champignon sur lequel j'avais des doutes. Et en fait, il s'avère... Paf, on va revenir sur la revue de presse. Il s'avère qu'on l'avait identifié comme étant Armillaire Ostoya, je crois. Voilà. Pour allumer un feu ou garder une braise. Oh ben Natokino, mais vous êtes un grand spécialiste du survivalisme. Voilà, l'armilière d'Ostoya qu'on avait identifié. Et il se trouve... Ah bon, il n'y a pas le mot saprofite dedans? Dommage. C'est peut-être pour ça que j'avais pas capté sur le moment. Mais donc il se trouve que c'est un saprophyte, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de bois mort. Alors moi je l'ai trouvé au sol, je pensais qu'il poussait tout simplement dans le sol, mais je pense que quand je l'ai récolté, alors c'était il y en avait deux, voilà, il y avait celui que j'ai pris et un autre à côté, et quand j'ai récolté, ben, j'ai pas fait gaffe, je pense que j'ai tiré dessus, mais j'ai pas fait gaffe que dans le sol, pardon, il devait y avoir des branches en décomposition, et c'était l'origine de ce champignon. Voilà, le mycélium attaque l'aubier, peut traverser de grandes distances sous l'écorce ou entre les arbres sous la forme de rhizomorphes noirs. Qu'est-ce que c'est les rhizomorphes? Eh bien c'est le champignon en fait, sauf que là, généralement le mycélium il est blanc et là rhizomorphe il est noir. Agrégat d'ifs mycéliennes parallèlement orientés, plus ou moins ramifiés, organisés en canaux. Oh, c'est compliqué dit comme ça. Bref, le fait est que l'armillaire d'Ostoya,
C'est un champignon qui est saprophyte, me semble-t-il. Les armillaires, voilà, les champignons du 77. Oh, regardez comme c'est beau. Un document fait par je sais pas trop qui. Donc il y a marqué quoi en haut à gauche? Association mycologique Ferréopontaine. Alors Ferréopontaine, Ferrero Rocher, non, Ferréopontaine. Habitant de Saint-Fargeau-Ponthierry, au nom de Zeus. Commune française. Oh là 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 là. Alors ils sont où ces gens? Saint-Fargeau-Ponthierry. Voilà, l'avion est passé. On est où? On est au sud de Paris, dis donc, à côté du parc naturel régional du Gâtinais, ou peut-être dans le parc d'ailleurs. Commune Saint-Fargeau-Ponthierry, donc avec une association de mycologues qui ont fait un petit document qui s'appelle les armillaires. Parmi les champignons lamellés, les armillaires ont retenu longtemps l'attention des mycologues. Oui, pardon, on fait un petit retour en arrière, mais lundi, j'étais pas bien sûr de ce qu'on regardait, donc maintenant que j'en sais un peu plus. Du coup, l'armillaire couleur de méliel, Armillaria mellea, cet intérêt est dû à sa facilité de passer facilement du saprophytisme au parasitisme. Donc là, ce petit champignon qu'on a vu lundi, l'armillaire d'Ostoia, c'est pire que tout. Les saprophytes, c'est ceux qui vont bouffer le bois qui est déjà mort, en décomposition, mais ils vont aussi passer au parasitisme, donc ils sont capables de s'attaquer au bois vivant. Donc voici quelques exemples parmi les nombreux travaux effectués sur le terrain et en laboratoire dès la fin du 19e siècle. Harting signale le premier en 1873, Agaricus melleus, donc l'ancien nom latin je suppose de Armillaria mellea, comme un des parasites sévissant dans les forêts allemandes de conifères. L'éminent mycologue Heim, en 1953, démontra l'action spécifique d'armillaires d'origine différente avec certains végétaux, les pommes de terre, l'avoine, l'orange, la banane. Les armées de l'air? Non. Ouais, merci en tout cas, monseigneur Rochat, de mettre entre parenthèses la signification du jeu de mots, ça m'aide beaucoup. Non, ils sont moins pires que l'armée de l'air, faut pas exagérer quand même. Dans les années 60, l'administration des eaux et forêts, donc l'ancien ONF, l'organisme qui était là avant l'ONF, je veux dire, demanda à des spécialistes une étude à propos des ravages accomplis par l'armillaire dans les peuplements de pins à crochet, en 3 mots, pain à crochet. C'est pas le pain accroché, mais c'est bien pour s'en souvenir. Parce que le pain accroché, c'est un pain qui s'accroche là où les autres ne vont pas. C'est un pain qui est spécialisé dans les très hautes altitudes. Alors à quoi ça ressemble le pain accroché? Paf! Image, bien sûr. Eh ben ça c'est du joli pain accroché quand même, voilà. Donc ça c'est plus... Voilà. Ça ressemble plus à ça quand même. Ça, c'est le genre de pain que vous pouvez trouver en très haute altitude. C'est généralement des pains qui souffrent, entre guillemets, en tout cas qui sont très modelés par les éléments, que ça soit le vent, la neige. C'est donc un alpin. Oh, j'y ai jamais pensé. J'ai bossé 2 ans dessus, j'ai jamais pensé à ce jeu de mots. Merci beaucoup, Ganouche. Merci beaucoup. Oh, je suis jaloux à mort. Est-ce qu'il y a une capitaine dans ces arbres ? Ça sent la sonnerie de première catégorie, ça. Vas-y, monseigneur, développe ta pensée. Est-ce qu'il y a une capitaine dans ces arbres? Je ne sais pas, c'est... Capitaine Crochet. Ah bah oui, le Capitaine Crochet! Tellement de skill dès le matin. Je suis ému, j'ai la larme à l'œil. Faut pas me remercier. Si. Ah si, quand il y a des gens qui trouvent des jeux de mots sur un domaine sur lequel tu as travaillé et que tu n'as pas trouvé, il faut les remercier d'avoir été plus malin que soi-même en 30 secondes. Alors, il faut les remercier d'avoir été plus malin en 30 secondes que soi-même en plus de 2 ans. Voilà. Égale exactement, monseigneur. Et donc, je disais, oui, les pains accrochés, ils sont très souvent martyrisés, on va dire, ou en tout cas façonnés. Le Capitaine Crochet. Ah, ça n'arrête pas! Ah, ça n'arrête pas, le Capitaine Crochet. Ça marche. Bon, bah après ça, vous pourrez plus jamais dire que vous ne savez plus ce que c'est un pain accroché. De toute manière, le jeu de mots, c'est la meilleure manière de se souvenir de quoi que ce soit, en particulier dans la science, et en particulier dans la botanique, je trouve. Voilà. JPP, imagine-moi alors.
Je vais finir ma phrase. Du coup, ils poussent dans des conditions qui vont énormément influencer leur forme. Donc très souvent, c'est des troncs qui sont tordus. Enfin voilà, c'est pas le beau gros arbre. On pense pas au résineux bien droit, bien fantastique. Comme ce qu'il y avait sur la photo ici d'ailleurs. Consultez, parce que là, c'est des très beaux pins accrochés. Ah non, là c'est vraiment une très très belle forêt de pins accrochés, quoi. Ça c'est une forêt de production. Sinon, si on le retrouve plutôt à l'état naturel, ça va ressembler à ça, voire à des choses encore plus rabougries. Et ils sont très influencés par les conditions extérieures, donc le gel, mais il résiste bien, le vent qui va avoir tendance à modifier la forme, à les faire pencher en particulier, la neige, hein, qui va énormément déformer la forme. Qu'est-ce qui me manque aussi? Les précipitations, les éboulements, les éboulis, les choses comme ça. Donc on peut voir généralement la rudesse de la vie en montagne sur le port, c'est-à-dire la forme de l'arbre du pin accroché. Et qu'est-ce que ça raconte du coup sur Wiki? Le pin accroché ou pin de Briançon? Oui, non mais chacun son truc. Espèce de pin de la famille des pinacées. Ah ça c'est bien ça. Oh, je vais garder ça comme insulte. Je vais essayer de passer ça en termes d'insulte maintenant quand je suis énervé. Espèce de pain de la famille des pinacées. Ou espèce d'ortie de la famille des urticacées. Ça marche bien. Moi, ça me fait du bien. Reconnu comme une espèce à part entière par certains auteurs, il est cependant vu comme une sous-espèce du pin de montagne. Oui, alors ça c'est... Le nom vernaculaire en tchèque et en slovène. Borovice Pyrenejska. Borovica Pyrenejska. Super. Pin des Pyrénées. J'adore. Arbre de 20-30 mètres de haut, quand tout va bien, peut vivre jusqu'à 2000 ans. Et l'habitat, il parle pas de l'habitat, distribution, tiens, pin des régions montagneuses centrales européennes, étage subalpin, c'est un pin qui pousse au-delà du pin, subalpin. Non, en dessous du pin, subalpin. Subméditerranéen. Et j'ai un doute. Hey, bref. Du coup, de 1500 à 2700 mètres d'altitude. Voilà. On le trouve essentiellement dans les Pyrénées-Orientales, ainsi que dans d'autres parties des Pyrénées. Ouais, par expérience, il est sur toute la chaîne des Pyrénées. Alors peut-être pas côté nord, parce que il est plutôt adapté à tout ce qui est conditions sèches. Donc du coup, si c'est pas du côté nord en France, on va le trouver du côté sud en Espagne. Et malheureusement, les Pyrénées espagnoles, ça reste les Pyrénées. Bref. Blablabla. Il croît en milieu très varié, en peuplement pur, là où d'autres essences d'altitude sont absentes. Il accepte des substrats divers, du calcaire, du gypse, du schiste, etc. etc. Excusez-moi. Utilisé en gémothérapie, on lui concède principalement des propriétés reminéralisantes. Ah bon? Et anti-inflammatoires. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? L'avion m'a complètement coupé dans ma réflexion. Oui, ce que je voulais dire, c'est le pin accroché. Du coup, c'est une magnifique illustration de l'adaptation des plantes à un milieu où il y a peu de concurrence. Donc le pin accroché, c'est pas un très bon concurrent. Vous le plantez en mélange avec d'autres essences, très rapidement il va lâcher la barre. En tout cas, il va se faire dépasser, surpasser en termes de concurrence pour l'eau, pour les nutriments donc dans le sol, mais également en termes de concurrence pour la lumière, donc en développement de houppier. Donc le pin accroché en peuplement mélangé, c'est pas le pied. Ou alors avec des espèces qui fonctionnent un petit peu comme lui, qui sont pas de super concurrentes. Et vu que le pin accroché il vit en altitude, en fait, sa stratégie, ça a été de dire, je schématise, vu que je suis pas un super concurrent, je vais plutôt aller m'installer là où les autres ne peuvent pas s'installer. Donc, il s'est spécialisé dans le milieu montagnard d'altitude, là où les autres arbres en tout cas, ont du mal à s'installer. C'est pour ça qu'il commence à 1500 mètres d'altitude. Là, vous avez encore de la diversité en termes écosystémiques pour les forêts, les pelouses, les landes, etc. Vous avez encore pas mal de diversité. À partir de 1700, 1800, 2000 mètres d'altitude, ça devient un petit peu plus compliqué parce que déjà il y a beaucoup moins de sol. Généralement, plus vous montez en altitude, moins il y a de sol et plus vous arrivez sur de la roche. Et du coup, il s'est spécialisé dans ces milieux rocheux, là où les autres concurrents ne viennent pas. Sauf que, parce qu'il y a un sauf, avec le réchauffement climatique, on a dit qu'il y avait une migration des plantes. Et je vous ai dit tout à l'heure, une migration en particulier en altitude, puisque si le climat se réchauffe, il y a des milieux qui étaient jusqu'ici moins intéressants,
en particulier à cause du gel, de la neige, du vent, des avalanches, etc. Mais tout ça, avec le réchauffement climatique, ben, il y en a de moins en moins. Donc, la limite, on va dire, altitudinale de colonisation des végétaux, elle est en train de remonter petit à petit. Et donc, elle remonte potentiellement sur une zone où il y a du pain accroché. Pain accroché qui est un très mauvais concurrent. Donc, forcément, il se fait grignoter. Et la solution pour le pain accroché, ça serait de monter plus haut, là où il n'y a vraiment pas de végétaux. Sauf que les montagnes, il y a un moment, on ne peut pas monter plus haut. Voilà, il y a un moment, il n'y a plus de sol, il n'y a plus que des cailloux, et puis il y a un moment, il n'y a plus rien du tout, parce qu'on est au sommet, tout simplement. Donc là, c'est quelque chose qui est... Salut chouchou. Ça va mon gros chat? Voilà. Salut loulou. C'est bien. Il est sur mon siège, tout va bien. Et donc du coup, oui, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les forestiers et les écologues, tout ça, etc. Attends, je finis et je te lis, monseigneur, parce que ça sent la belle bêtise, ça aussi. Ça préoccupe beaucoup les naturalistes, les botanistes, les forestiers, parce que y a un moment, on se dit, ce phénomène de remontée en altitude, ça risque de faire disparaître tout un tas d'espèces qui s'étaient réfugiées en altitude, soit parce que c'est des très mauvaises concurrentes, soit parce qu'elles sont... Ah barre-toi. Soit parce qu'elles sont, adaptées aux conditions qu'il y a en altitude, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de froid, par exemple, ou en tout cas, elles sont capables de supporter les conditions extrêmes d'altitude. Et si ce milieu altitudinal se réduit, à la fois en termes de surface, parce que c'est concurrencé par les autres espèces qui remontent, et en termes de milieu, de météo, de conditions, on va dire, édaphiques, parce qu'il y a le réchauffement climatique, et du coup, il fait moins froid, il y a moins de neige, etc., eh bien, on a des populations endémiques des milieux d'altitude qui vont, à plus ou moins long terme, risquer de disparaître. Faute d'avoir d'endroits où se développer, ou faute d'avoir des capacités de concurrence suffisantes. Voilà, en partant des champignons, je pense qu'on a bien dérivé. Alors, monseigneur Rocha, qu'est-ce qu'il dit? Il est bien accroché à cette altitude? Avec l'accent allemand. Il est pas accroché à cette altitude? Ah ouais, c'est un bon accent allemand dégueulasse. D'ailleurs, suisse-allemand, si je ne m'abuse. Il est pas accroché? J'ai envie de te dire bravo, mais... bravo, mais laborieux. Mais bravo quand même. Donc voilà, ça c'était le petit détour par le pain accroché. Je ne sais plus comment on en est arrivé là. Allez hop, ça dégage. Survivant de l'ère glaciaire. Ah, c'est pour dire. Pour les scientifiques, blablabla, comme tous les pins, je suis un conifère, blablabla. Je suis un des plus anciens européens survivants de l'ère glaciaire. Oh, le pain européen, survivant de l'ère glaciaire. Ça ne veut rien dire. Désolé, je ne le ferai plus. Merci Papa Schultz. Ah oui, non mais... Papa Schultz, c'était ma série de prédilection. Enfin, moi, quand j'étais à la fac... je partais tôt à la fin des cours parce qu'il y avait des rediffusions de Papa Schultz sur Canal 27 ou je ne sais quoi. Je ne vois rien, je n'entends rien. Voilà. Ah non, on va pas commencer, hein. Alors, je me permets de faire des accents allemands, autrichiens, etc., etc. Pourquoi? Parce que je suis d'origine autrichienne par mon papa. Donc, vous êtes gentil, je peux me moquer de 50% de ma génétique librement. Comment ça, il est fond et on peut rien y faire? De qui parlez-vous? Oui, les conifères, évidemment. Pardon, Minimoise, ça vient juste de m'arriver. Ouais, donc les conifères, il est con, on peut rien y faire, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Oui, moi ce matin, je me sens plutôt conifère, cet après-midi, je me sentirai un petit peu plus feuillu. Quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'on fait? 10h. Oui, donc l'armillaire, c'était fait, c'était... Oh la vache, bah ouais, Natogino. La semaine dernière, donc, ça y est, je suis perdu. C'était l'armillaire. Bah j'ai plus d'image, voilà. Armillaria Ostoia, celui-ci exactement. Ah oui, il ressemble bien. C'est Yves. Ah bon? Consulter. Champive. Quoi? Ah non, c'est bon. Voilà, donc on était là-dessus. Hein, armillaire. D'ailleurs, il n'avait pas dit ici que c'était un... redoutable champignon parasite, bah voilà, mais aussi ça profite de conifères. Ah oui, ça profite. quand t'as un ça profite des conifères, tu profites des conifères. J'ai pas osé la faire. Comment ça? Oh, elle est vieille celle-là, la blague du conifère. Tu l'avais pas du tout? Si, les... Pourquoi il fait des bruits bizarres, mon...
Et what? Plus de batterie? Mais attendez. Mais bon, je suis chez SFR, Conifère, pas faire SFR, ok, je m'en vais. Non, là, c'est poussé un peu trop loin, monseigneur. On sent l'effort, mais on sent l'effort forcé. Bon, super, vu que ça s'est barré en live. Hop, on va changer. Je comprends pas pourquoi la batterie est en rade. Hop là! Oula, le petit... Ah oui, mais le chat a ouvert la porte. C'est pour ça qu'il y a un petit vent frais, dis donc. Voilà. Normalement, là. Hop. On est reparti comme en 40. Oh, l'expression... L'expression de vieux, quoi. Ok, donc normalement si je passe là-dessus... Ouais, ça se revoit. Du coup, oui, l'armillaire d'Ostoya, redoutable champignon parasite, mais qui devient saprophyte chez les conifères, très fréquent du mois de juillet au mois de novembre sur les sols acides. Il se développe le plus souvent en groupe de nombreux individus, donc là c'était un pied par 3. Si on regarde à nouveau, hop, oui, alors ça reste le pied, c'est flou. Bien sûr. Donc ça reste le pied avec le petit chapeau qui venait par-dessus. Voilà. Et on voit bien que ben là, on a 1, 2, 3 individus qui sont issus de la même souche, entre guillemets. Donc ils sont sortis par 3. Magnifique. Paf! Donc parasite redoutable qui peut causer des dommages immenses aux forêts de feuillus comme de conifères. Quand les fructifications, c'est-à-dire les champignons, le chapeau là qu'on a sous les yeux, commencent à apparaître autour du pied ou sur le tronc d'un arbre, les dégâts causés à l'hôte sont déjà si importants que désormais l'arbre peut être considéré comme condamné. Voilà. On a vu le champignon qui parasite les fourmis, là on voit le champignon qui parasite les arbres. C'est sympa, hein? Et donc du coup, oui, le champignon, il peut sortir directement de l'arbre, parce qu'en fait, le mycélium qu'il y a dans le sol va pénétrer les racines, remonter à l'intérieur du système circulatoire, me semble-t-il, de l'arbre, et ensuite va émettre des chapeaux, donc des champignons, des sporos... Ah, sporo quoi? Carpophores. Carpophores. Partie aérienne des champignons supérieurs, voilà. Vous avez les champignons inférieurs, et puis les champignons supérieurs, ils ont des carpophores. Pour info sur la vitalité du champignon, Malheur National Forest, il y a une forêt qui s'appelle The Malheur National Forest. Oh. The Humongus Fungus. Among Us, on y est. Bon bref. Donc l'armillaire, quant à sa comestibilité, la plupart des ouvrages donnent aujourd'hui cet armillaire pour plus ou moins indigeste, plus ou moins toxique. Voilà, donc ça c'est fait. L'armillaire, alors une fois qu'elle est ouverte, ça ressemble à ça. Et je sais pas si c'est la même espèce, par contre. Ah si, Armillaria ostoyae, donc c'est l'armillaire d'Ostoya. Donc quand il est ouvert, il ressemble à ça. Ils sont pas faibles du coup? Bah non, sporophores. C'est le maximum que je puisse faire ce matin. Et après, c'est pas exactement un sporophore, c'est un carpophore. C'est ça, sporophore? Non, le sporophore, c'est pour les mousses. Ah non, ça marche aussi pour le champignon. Partie fertile d'un champignon. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tout à fait, carpophore. Partie aérienne des champignons supérieurs. Ah oui, bah d'accord, on a deux mots forts hein, pour désigner la même partie. Bah oui, parce que sinon c'était... On peut appeler aussi le sporocarpe. Eh oui, comme ça tu as sporo, tu as carpe, sporophore, carpophore, sporocarpe. Non mais... Bon, si j'arrêtais de te perturber dans ton live... Ah bah non, on est là pour ça. On est là pour être perturbé. Et donc du coup, revenons à la page de l'association mycologique de Ferréopontaine. Donc j'ai oublié le nom, Saint fait truc machin, bon rembobinez si vous voulez savoir. Comment ça caille?
On dirait le bruit d'un chien à qui on vient de donner un coup de pied. Sporocarpe. Oui. Ah, Sporocarpe caille. Ouais, parce qu'une carpe caille... Non, koi d'ailleurs. Eh oui, carpe koi. Sporocarpe koi. Oh, le mix entre un champignon et un poisson. Est-ce qu'il y a des champignons qui vont parasiter les poissons? Sans doute. Ah oui, koi. Champignon hétérosporis. Champignon parasite. Ah oui, d'accord, tout à fait. Gouvernement du Québec. Oh, ils sont en forme au Québec. Hein. Ah. Bon, bah, bon appétit. Hein. Oui. Donc du coup, oui, les armillaires, blablabla, on l'avait vu, donc une page qui nous décrit absolument tout. Armillaire couleur de miel, armillaire à squame foncé d'Ostoya. Donc je suppose que c'est celui-là qu'on a regardé lundi, n'est-ce pas? L'armillaire bulbeuse, l'armillaire sans anneau, les saprophytes, le cycle, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Mais c'est pas ça que je voulais voir, c'était un autre document. Il est passé où? Avec vos bêtises, j'ai tout perdu. Bah non. Niaouli, Discord, bah je l'ai perdu. Ça y est, je suis officiellement perdu dans mes... Là, c'est ça. Pardon, il était là. Donc là, pareil, toujours l'association mycologique Ferréopontène. Le rôle des champignons dans la forêt, bien sûr. Souvent, on en trouve sur les poissons en animalerie. Ah oui, oui, non mais ça sera le... Oui, je me doute pas que les champignons, de toute façon, se sont mis à attaquer absolument tout ce qui est vivant, et voire pas vivant non plus. Incroyable. Pour en revenir à leur document, le rôle des champignons dans la forêt, la place des champignons parmi les êtres vivants, petit historique, Linné, n'est-ce pas, Carl von Linné, dont on parle souvent, qui a classé deux règnes, hein, les plantes et les animaux. Puis après, il faut attendre, alors ça c'était au XVIIIe siècle. Ensuite, il faut attendre le XXe siècle pour qu'un botaniste américain qui s'appelle Whittaker propose 5 règnes. Donc les plantes, on va zoomer un peu. Paf. Les plantes, les champignons, les animaux, les protistes et les prokaryotes. Donc protistes, prokaryotes, le préfixe pro, ça signifie qui était là avant, d'une certaine manière. Donc les prokaryotes, c'est les êtres vivants les plus anciens qui ont donné les différents embranchements. Les protistes, c'est ceux qui ont évolué mais qui sont restés assez simples. Les animaux, c'est ceux qui sont basés sur la digestion. Il y a marqué ingestion, mais c'est des processus de digestion pour s'alimenter. Les champignons, c'est basé sur l'absorption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système digestif. Par contre, il y a des enzymes qui permettent d'extraire des choses nécessaires aux champignons. Et les plantes, on est sur la photosynthèse. Alors voilà, le règne des prokaryotes, êtres vivants unicellulaires ne comportant pas de noyau. Donc karyos, c'est le noyau, prokaryote, c'est ce qui est avant les cellules à noyau. Les protistes, êtres unicellulaires mais contenant un noyau distinct tel que l'amibe ou la paramécie. Le végétal, l'animal et le fongique. Ah, le chat est en train de péter un câble dans la grange, ça va être rigolo. Biologie des champignons, donc il y en a qui sont saprophytes, du grec sapros, pourriture, et phyton, la plante, donc des plantes qui profitent de la pourriture. Certains forment des symbioses, n'est-ce pas, du grec syn, qui signifie avec, et bio, qui signifie la vie, et certains sont parasites, donc para c'est à côté, et zytos c'est l'aliment, apparemment. Ça va aller chouchou, va dormir dans un carton, ça va bien se passer. Et donc on a là 4 des 5 relations, non, 4 des 6 relations qui existent dans le monde du vivant. Regardez, hop, on a un de nos champignons là qu'on va regarder aujourd'hui me semble-t-il. Alors le saprophytisme, hein, on parle de saprophytisme lorsque des organismes animaux, végétaux, champignons, incapables de pénétrer dans les cellules vivantes, se nourrissent de matière décomposée. Ah, Ganouche qui dit « J'ai eu un copain qui fait son doctorat sur les eucaryotes et tous ces petits machins sont complètement dingues. » Oui, bah alors les eucaryotes... Techniquement, vous en êtes un aussi. L'eucaryote se caractérise par le fait que son noyau cellulaire est séparé par une membrane du cytoplasme. Il a même pu en nommer un, le Gimli.
Sans déconner, vous déconnez. Comme Gimli dans Le Seigneur des Annales. Avec 2 L-E, hein, Le Seigneur des Annales. Calmez-vous. Voilà, mais en gros... Oh, sympa ça. Le prokaryote, voilà, vous avez un bazar à l'intérieur et généralement un flagelle qui leur permet de se bouger un petit peu le huc. Et le caryote, ben, vous avez un bazar à l'intérieur, mais c'est organisé autour d'un cercle central qu'on appelle le noyau, n'est-ce pas? Voilà, donc vous en faites partie, si vous voulez, on en fait tous partie des eucaryotes. Du coup, paf, si on prend le domaine, voilà, l'illustration des eucaryotes, vous voyez bien que ça va des insectes aux chimpanzés, aux champignons, à la fleur, ça je sais pas ce que c'est. Oui. Salut Ibès. Merci beaucoup de ton intérêt pour la chaîne et de ton intérêt pour la nature et de ton courage pour avoir osé t'exprimer sur le chat. Bonjour, très instructif, merci à toi. Ben écoute, tant mieux, merci à toi de passer dans le coin et d'apprécier. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les eucaryotes, vous en faites une belle paire, si j'ai pu me permettre. Et pour revenir, je l'ai reperdu. J'ai reperdu le document. Là, saprophytisme. On dirait de la mousse. Quoi donc? Ah mince, j'étais sur quelle image? On dirait de la mousse. Ça là? Ça là? Oui, lui, c'était sur les petits organismes qui vivent dans les tourbières. Oui, d'accord, d'accord. Oui, bah du coup, voilà, quand tu dis je travaille sur des eucaryotes, si t'es pas plus précis, en fait, tu peux autant travailler sur les chimpanzés que sur des cellules primitives, on va dire, mais qui ont conservé un noyau. Genre une éponge. Ça, là? Monseigneur? Bah oui, bah ça, ce qu'on voit, en fait, c'est le mycélium. Ça, ce qu'on a au-dessus, enfin, ce qu'il y a au-dessus de ma tête, c'est le vrai corps. Non, sur Wiki. Ça? En bas à droite? Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Au-dessus, oui. Voilà, d'accord. Ça, je sais pas ce que c'est, mais vu la photo et la colorisation, on va dire, je suppose que c'est très petit. Et que du coup, on est sur un eucaryote microscopique, peut-être ancestral. Ancestral dans le sens... il a relativement peu évolué depuis une forme primitive. C'est pas les bons mots non plus, mais une vieille forme, quoi. Et il n'y a pas la légende, si? Alors attends. Osmia rufa, donc ça c'est les osmies là-haut, c'est les fausses abeilles d'une certaine manière. Boletus edulis, donc ça c'est un bolet, voire c'est lequel Boletus edulis. Bon, on va être à la bourre ce matin, hein, je vous le préviens. Cèpe de Bordeaux, voilà. Le mec il connaît pas le nom latin du cèpe de Bordeaux, tout va bien. Ensuite, vol vocal. Vol vocal. Vous avez pensé à la voiture, vous aussi? Volvo, Cal. Oh, qu'il est drôle! Bon, bref. Algues vertes, d'accord. Un ordre d'algues vertes de la classe des Chlorophycea, tout à fait. La photosynthèse. Oh, la photo de chat, évidemment. La photo de chat, monseigneur. Donc des vols vocales, d'accord. Ensuite, chimpanzé, jusqu'ici ça va. Renoncule asiatique, donc c'est pour celle en bas à gauche. Et ensuite, nous avons Isotrica intestinalis. Ouais, je n'aime pas la direction qu'on est en train de prendre. Intestinalis. Oh, mais même si nature s'y met, où va-t-on? Ah, bah oui, non, mais c'est pas ma faute, j'y pense. Isotrica intestinalis est une espèce d'holotrique protozoaire de la classe des Lithostomacées. Oui, merci beaucoup. Ah! Ça fait 200 micromètres de long et c'est distinguable par la position de sa bouche. C'est quoi? C'est ça la bouche? C'est... espèce de petit trou qu'on voit à droite? Mais descends, Jean-Michel. Ça, là. Ouais, par contre, ça donne envie d'y faire un câlin. Hein. C'est microscopique, mais ça donne envie. Bon, bref.
Ah, mince. Précédent, voyons. Précédent. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est les plus gros protozoaires présents dans le rumen. Ah, dans l'estomac des ruminants. D'accord. Ok. D'accord. Bon, ben merci beaucoup hein, d'être passé par là. Trêve de blabla, trêve de blabla. On va pas l'identifier, ce champignon, aujourd'hui. Voilà. Du coup, le saprophytisme. Ouais, on est à la bourre, c'est bien. Les feuilles d'arbres tombent en automne, bravo. Les résineux perdent leurs aiguilles, bravo. Blablabla. Dans les forêts tempérées, cette litière, donc la litière c'est ce qui est composé de tous les restes de matière organique qui sont tombés au sol, donc matière organique morte, hein. Donc ça compose la litière. Donc la litière, j'en étais où? Oui, dans les forêts tempérées, cette litière est évaluée à 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Parce que 3 tonnes de matière sèche par hectare et par jour, bon, c'est compliqué. C'est bien de mettre la notion de temporel. Donc cette litière sera transformée en humus, dont le rôle est très important pour la fertilisation des sols. Une lente transformation se réalisera sous l'effet combiné des bactéries, des animaux, comme les vers, les acariens, les insectes, les larves d'insectes bien sûr, pensez aux scolites, ainsi que des champignons micro et macroscopiques, donc qu'on voit et qu'on voit pas. Il n'est pas facile de démêler le rôle de chacun, sachant que chaque acteur a une action complémentaire à l'autre. Ainsi, il a été démontré que des myriapodes, donc les 1000 pattes, hein, des acariens, c'est les 1000 pattes, mais ils ont moins de pattes. Les larves de diptères, les diptères, c'est les insectes qui ont 2 ailes, donc par définition les mouches, quoi. Donc les myriapodes, les acariens, les larves de diptères n'attaquent que les feuilles déjà soumises à l'action dégradante d'un mycélium. Oh, monsieur le mycélium, votre action est dégradante. Le mouvement MeToo chez les champignons, tu vois. Et du coup, le mycélium, qu'est-ce que ça veut dire? Le mycélium, il arrive, il commence à décomposer la lignine, qui est la chose la plus difficilement décomposable pour tout un tas d'autres décomposeurs présents dans le sol. Et donc l'action du champignon, qui s'attaque en fait à la chose la plus difficile à décomposer dans la litière, ça permet aux autres décomposeurs de venir s'attaquer plus facilement aux restent présents dans cette litière. Voilà, on va dire ça comme ça. En soulevant des feuilles ou du bois mort, on observe une sorte de feutrage arachnéen formé de filaments microscopiques, souvent de couleur blanchâtre. C'est le mycélium, donc c'est le vrai champignon. C'est le carpophore, comme on en a parlé, le truc qui pousse en forme de champignon. Ça, c'est qu'une partie de l'année. Mais le reste de l'année, le vrai champignon, c'est le mycélium blanc qu'on peut trouver dans la litière ou dans les premières couches du sol, ou dans certains arbres quand il s'agit de parasites ou de saprophytes. Il se développe dans tous les sens et envahit le milieu dans lequel il tire sa substance. Il peut donner naissance à des sporophores, donc les parties aériennes, les fructifications du mycélium, par exemple les coulemelles, les bolets, les pieds de mouton, etc. etc. Le mycélium appartient à la famille des basidiomycètes, oui, blablabla, qui en pénétrant partiellement ou totalement dans la base du bois mort détruit la lignine. Donc ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. La lignine, c'est ce qui permet en fait aux arbres de s'ériger. Vous voyez, c'est les poteaux métalliques à l'intérieur d'un immeuble. On va dire ça comme ça. Mais ça dégrade aussi la cellulose, donc le matériau le plus important qui constitue les parois végétales de votre arbre, cellulose, carbone, voilà. D'un côté lignine, de l'autre cellulose, et là vous avez à la fois la structure métallique de votre immeuble et ce qui sert à le construire, on va dire du béton, mais je préférerais du bois. Les types de pourriture, vous avez des pourritures cubiques, pourriture blanche, pourriture noire, pourriture qui sentent bon, pourriture qui sentent mauvais. On verra ça plutôt une prochaine fois, sinon on va absolument pas regarder de champignons, et on est dans la phase regardons des champignons quand même. Alors, ça c'est non, ça c'est oui. Donc j'ai ramené des choses. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Déjà, une petite pince. Petite pince? Petite pince. Déjà, on est sur un arbre qui avait cette écorce. Normalement. Mais, ouais, normalement. Si vous n'êtes pas trop... Oh, ça y est, j'ai envie d'être méchant avec vous. Si vous n'êtes pas trop abruti, hein, et que vous avez suivi l'école normale,
et que vous vivez en France, ou en tout cas en milieu tempéré, vous avez reconnu l'écorce du bouleau. Le bouleau verruqueux, je suppose. Je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais il y a de grandes chances. Pourquoi? Écorce blanche avec des taches noires, vous voyez? Alors, au début, il est tout blanc, mais après, avec l'âge, ça va devenir de plus en plus noir. Alors, je n'ai pas l'explication du phénomène, d'ailleurs. Il faudrait que je cherche. Écorce blanche avec des... je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas, des taches noires qui vont apparaître au fur et à mesure que l'écorce vieillit. Si on arrache l'écorce par petites lamelles, ce qui est très facile à faire, à l'intérieur, on a un bois qui est un petit peu rosé. Alors là, on n'est pas encore dans le bois, vous allez me dire, mais on peut... Enfin, ça traduit bien la première couleur qu'on va découvrir en dessous de l'écorce. Et donc ça, c'est assez typique du bouleau. Si on retourne ce bouleau, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir à l'intérieur de l'écorce... Je suis en zoom à fond, là? À peu près. Aziz, lumière. Oui, monseigneur. Paf! Ah! Ouais, j'ai fait l'innovation, j'ai récupéré une lampe qu'il y avait dans le bureau. Voilà, donc à l'intérieur de l'écorce, qu'est-ce qu'on peut voir? On en a parlé souvent. Ce trajet principal, qui est la galerie principale, où une femelle scolite est venue pondre à l'intérieur. Ouais, voilà. Toujours un petit millimètre de mise au point qui me convient pas. Hein. Il va falloir acheter un objectif. Bourrez les dons, hein. Faut acheter un objectif. Donc le trajet principal du scolite qui a remonté donc la femelle, tac 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 tac, et tout au long de son trajet, elle a pondu des petits œufs, ce qui explique ensuite en fait ce trajet-là, hop là, qui sont des galeries secondaires. L'éclosion des œufs, ça a donné des larves qui sont remontées perpendiculairement. Donc voilà, hein, la galerie principale, et les œufs, ils vont partir perpendiculairement dans tous les sens. Si on zoome un petit peu comme ça, tiens, Aziz Lumière, bravo! Mise au point, ouais. Alors ça se voit pas trop mal, la lumière est pas du bon sens, ouais. Ah si, ça se voit pas trop mal quand même. Donc là, on a le dessin typique, me semble-t-il, d'un typographe, mais je n'ai pas vérifié, et vu qu'on n'est pas en avance, je vérifierai une autre fois. Mais là, vous avez typiquement les ravages du scolite sur un bouleau. Donc le scolite, on avait dit que ça s'attaque... Hop là. Beaucoup aux conifères quand l'arbre est encore vivant, et le problème, c'est que ça va s'attaquer aux conifères sous l'écorce, entre l'extérieur et le bois. Donc pile poil les endroits où il y a les canaux qui vont sécréter la sève, entre autres, et en gros, pile poil dans les endroits qui sont vivants de l'arbre. Donc des scolites qui attaquent un arbre, un conifère, ou même tout autre arbre, hein, d'accord, mais des scolites qui attaquent un arbre, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'arbre, voire pour le peuplement en entier. Là, c'est un bouleau qui était déjà au sol, donc... Je ne sais pas si le scolite a attaqué avant que l'arbre meure ou juste après. En tout cas, on peut voir que notre champignon, celui-ci là, il pousse, pardon, celui-ci là, il pousse sur des restes de bouleau. La preuve, il a encore attaché. Vous voyez, on voit l'écorce, donc ça c'est l'écorce du bouleau. Et il est complètement attaché à cette écorce. Il est, je peux te tirer dessus, mais ça a fusionné sévère, quoi. Donc, l'intérieur du mycélium, on va dire, le mycélium du champignon, il est dans la partie du bois. Là, on a un adulte, là, on a un bébou. Il est où, bébou? Voilà, avec des couleurs légèrement différentes. Et alors, quand je vois ça, moi, je me dis, oh, c'est facile, je connais, c'est un amadouvier. Mais, vous savez, ce petit guide-là, le guide des champignons France-Europe. J'ai pas encore eu le temps d'y jeter un œil. Est-ce qu'on a l'amadouvier à l'intérieur? Eh bien, on va voir. Parce que, il y a quand même marqué sur la couverture, hein, 3100 espèces de champignons. Donc, allons voir si l'amadouvier a été repéré par nos amis. Amadouvier 1054. Vous le voyez pas, mais ça y est là. Ah, ça y est, vous le voyez. 1054. Alors, on va voir. Et on va essayer d'identifier les caractéristiques. Boum! Regardez-moi ça. Alors ouais, je vais pousser la champignonnerie. On y reviendra juste après. Oh, ce bazar. Voilà. Fomes fomentarius. Amadouvier, non comestible, bien sûr. D'après la photo, il est quand même vachement plus grisâtre. Alors, est-ce que ça colle avec ça?
Ça pourrait, hein, mais même... bon, on va voir la description. Chapeau en sabot, bien sûr. Très épais et très difficile à décrocher du support, à la face supérieure dure. Plus ou moins lisse, zoné, brun foncé, brun gris, gris sombre. Bon, là on est plutôt sur du marron, hein. Parfois beige, ocracé, pâle. Et face inférieure tapissée de porc. Ah. Bah du coup la face inférieure c'était ça. Ah d'accord. En fait il est dans le sens là mon bazar. Il est pas comme ça. Ok, face inférieure. Voilà, si on le regarde dans le bon sens, mon champignon. Eh bien c'est dans ce sens là qui va bien. Incroyable. Face inférieure tapissée de pores fins. Bon, ça on le verra un petit peu plus au zoom, mais en effet, il y a tout un tas de pores. Crème puis brunâtre. Brunâtre, ça va. Et là, est-ce qu'il est gris dessus? Bah non, pas vraiment. Bref. Chair à consistance de liège brun clair, avec au niveau de l'insertion sur le bois, un noyau mycélien marbré de blanc. Ah ouais, ça c'est pas vraiment ça. Saveur un peu amère. Ah bon, odeur agréable. Odeur agréable de champignons. Non mais je vous jure. D'accord. Ça c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Et juste en dessous, polypore marginé. Hein, c'est celui-là, là. Chapeau, blablabla, orangé. Alors, avec ses couleurs orangées ou jaunes au bord. Et sans rigoler, si c'est pas un montage parfait. Regardez, ça c'est l'image. Ça c'est le champi que j'ai récolté. On n'est pas sur la perfection de la reconnaissance là quand même. Donc polypore marginé, n'est-ce pas? Facile à reconnaître, odeur singulière. Ils se foutent de ma gueule. Pardon, ils se foutent de ma goule. Odeur singulière. Ah ça pue. Ah ça pue la mort. Enfin non, ça pue pas la mort, sinon j'aurais vomi en direct, mais ça sent vraiment pas bon. Saveur non testée, odeur forte évoquant celle des poulaillers. Ah oui, d'accord. Bon, finalement, je vais... Oui, ça pue la mort. Bon, ben du coup, j'ai trouvé celui-ci. Polypore marginé. Mais est-ce que c'est le même que celui-là? Vu qu'on n'est pas en avance aujourd'hui, je propose de se concentrer d'abord sur celui-ci. Et on fera vendredi ben, l'autre. Voilà, comme ça, je ne serai pas trop en retard ce matin. Parce que techniquement... Ah oui, on devrait passer au jeu. Ça sent le caca de poule, quoi. Oui, non, moi, si tu veux, le caca de poule, moi, j'ai pas l'habitude de le sentir tous les jours. Je peux juste te dire que, oui, ça sent l'ammoniac. Voilà, ça sent l'ammoniac, ça sent... ça pue. Arc, bref. D'accord, ben on va la regarder un petit peu en zoom, ça vous dit? Allez, c'est parti. Let's go. Comme on dit, dans le milieu. Je vais ranger un peu ça. Une manière... Oh, je sais tellement ce qui va se passer. Attendez, on va garder celle-ci quand même. On va garder celle-là aussi. Le petit cousin. Et le reste, hop, ça va dans la poche. Hop là. Du coup, changement de matériel. Pour le prochain achat de la chaîne, ça va être une caméra fixe pour les observations. Parce que c'est rigolo de jongler avec l'appareil photo, mais ça va bien 2 secondes. Ah oui, attendez, Hop là. Ah bon? Hop là. Voilà, le Limousin, il fait gris, mais bon. Paf, l'adaptateur. Où est-il? Il est là. Allô? Ah. Voilà. Voilà, c'est bon. Oh, ça fait un nœud, parfait. Tac, ça va là. La petite lampe, on a dit. Ah ouais, nickel. Ça part ici. Hop là, entrée de champ. Ça, je m'en fous. Non, pas la petite bille. Voilà. Donc, lequel on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde d'abord? Paf. Revue de presse, bien sûr. Appareil photo. Quoi?
Ah oui, mais c'est normal, je n'ai pas le bon objectif. Zoom x 0,5. Ah, salutations. Un petit champignon. Bon, lumière, Aziz, lumière. Hein. Là, là. Ah, c'est vachement mieux avec de la lumière, en fait. Donc là, on est en grossissement x15. C'est extrêmement verruqueux. J'aime beaucoup les champignons. J'aime beaucoup les champignons. Ça fait des fonds d'écran, mais incroyables. Hop. Donc, malheureusement, on va pas pouvoir disséquer des masses, puisque c'est un champignon qui est super dur. Un champignon, alors pas celui-là, c'est un polypore, mais l'amadouvier, comme je l'expliquais, il était utilisé, séché, réduit en poudre, pour... On va y arriver. Pour allumer du feu, faciliter en tout cas la mine... J'y arrive plus. J'ai une bubule qui est coincée. Mes bubules. Donc amadouvier, c'est pas ce qu'on regarde, mais c'était favorisé, c'était utilisé pour faciliter l'allumage des feux. Donc vous pouvez vous imaginer que ça va être compliqué à disséquer. Alors j'ai quand même envie d'essayer. Donc c'est peut-être le live où je vais me couper le pouce. Enfin, diront certains. Oh l'enfer. Ah non, ça va, lui il est jeune. Ça a l'air de se couper un peu. Ah. Arc. J'aurais pas dû faire ça d'abord. Bref. Tac. On reprend. Alors, du haut du chapeau, n'est-ce pas? Voilà, ces belles couleurs. Oh là là, que c'est beau. Même des petites bestioles dessus, j'ai l'impression. Où est ma plaque? Ça bougera plus facilement. Voilà. Des très belles couleurs du chapeau qui, en descendant, changent de couleur. En fait, chaque strate colorée de manière différente correspond à une époque de pousse. Donc ça, on le verra la prochaine fois avec l'amadouvier, je suppose. Mais en fait, c'est un champignon qui va pousser par strates successives. Des strates dont il va utiliser, bien sûr, le bois auquel il s'attaque pour les générer. Ce qui explique que quand on le met dans ce sens-là... Non, comme ça serait mieux. Ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas du tout. Voilà. Ce qui explique que quand on le met dans ce sens-là, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le champignon en deux, et là on est en train de voir en fait l'endroit où j'ai coupé le champignon. Et si vous regardez cette partie-ci, vous avez vraiment l'impression que c'est de la fibre de bois. En tout cas, ça vous fait pas penser, enfin moi, ça ne me fait pas penser à un champignon immédiatement. Mais par contre, si on se décale un peu sur le côté, on va retomber sur des choses qui nous sont un peu plus familières avec le champignon, les champignons en général. Ah bon? Ah ouais, c'est pas... Bah oui. Ah ouais, la mise au point va être très compliquée. Bon, en tout cas, vous comprenez l'idée, et je vais peut-être faire un petit dessin, enfin, utiliser l'outil de dessin, parce que c'est délicat de comprendre ce qu'on voit. En tout cas, moi, je trouve ça délicat. Bon Painter, avec du violet, tiens. Ouais, ça va bien ressortir. Est-ce qu'il est en plein écran? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est activé? Drawdown activated. Yeah, man! Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une différenciation, à peu près sur cette ligne. Toute la partie hachurée, en fait, c'est, on va dire, la chair du champignon, ok? Comme chez n'importe quel champignon, en fait, même chez les bolets. Et, ouais, et au-dessus, même si ça se voit très peu, est-ce que je mets... Ah oui, si on met un peu moins de lumière directe, ça a l'air de mieux ressortir. Bon, bref. En tout cas, au-dessus, ce que je vais faire, tiens, en rouge, eh bien, c'est les lames. Ah non, c'est pas la qu'on dessine, mec. Ça fait 3 fois que je te le dis. Hop, voilà. Donc, ce qu'on voit ici en vertical, ce sont les lames. Ces fameuses lames qu'on peut voir chez tous les champignons, qui vont contenir, au fond, les fameux basidiomycètes. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises, on va aller vérifier ça tout de suite. Pas l'armillaire, pardon. Comment on a dit qu'il s'appelait? Polypore marginé. Ah, mais je l'ai pas déjà celui-là. Un phoque, non. Le spectre, on s'en fiche. Ça aussi. Alors oui, vous ne savez pas de quoi je parle, mais hop. Voilà, je suis revenu sur la revue de presse. Parce que polypore marginé, il me semblait que j'avais vu tout à l'heure. Je l'avais sélectionné. Il est où? Harem, pas du tout.
Polypore marginé. Fomitopsis pinicola. Oh, une pina colada, que du bonheur. Basidiomycète, donc c'est bon, je ne me trompe pas. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est bien. Hop, réapparaissez. Donc les lamelles, hein, qui contiennent au fond les basides, ce qui a donné son nom à la famille des basidiomycètes. Mycète, c'est le champignon. Basidio, c'est ce qui a des basides. Alors les basides, on en reparlera une autre fois, mais c'est en gros la forme de ce qui va produire les spores. Et donc dans ces tubes sont contenus les spores. Et là, ce qu'on voit, donc c'est à moitié à plat, à moitié en 3 dimensions. Je sais pas si l'explication est bien, est bien probable, mais vous comprenez l'idée. Et où est-ce qu'il est mon truc pour dessiner? Ça y est, il est là. Et donc en fait, ce que je vais faire en bleu, là, c'est la limite, hein, en fait, de la découpe des lames du champignon. Et les espèces de losanges qu'on peut voir derrière, alors je les fais très grossièrement, hein, mais c'est l'entrée des tubes des lames. Voilà. Entrée des tubes qu'on va aller voir immédiatement. Tiens, virez-moi ça. Paf! Si on redresse un petit peu le champignon comme ça, tiens, on va le nettoyer parce qu'il... Ah oui, oh non, j'en ai plein les doigts! Ah, bref. Voilà, donc je disais, si on va voir un peu mieux l'entrée de ces tubes et qu'on voit dans l'autre sens... Voilà! Voilà ce que ça donne. Et ça doit vous rappeler un petit peu, en fait, l'aspect du dessous du chapeau d'un cèpe, par exemple, parce que ça va être littéralement la même chose. Les deux font partie de la famille des basidiomycètes, et donc du coup, on a le même aspect des tubes. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça du tout que je voulais faire. On a ce même aspect de tube, un petit peu spongieux. Ah ouais, ça fait penser à une éponge d'une certaine manière, parce que c'est la même famille, ils ont un ancêtre commun, ou en tout cas, ils ont une stratégie de reproduction qui fait appel aux mêmes structures. Avis, je vois ce que vous voulez dire. Hop. Comment se fait-il? Quelle est cette diablerie? Voilà, là c'est mieux. Encore un peu? Voilà, là c'est mieux. Je vais régler la caméra, excusez-moi. Donc on a fait le tour d'une certaine manière. On peut voir la zone aussi où s'insère à la fois le champignon et le bois. Donc là on voit des résidus de l'écorce du bouleau sur lequel il a poussé. Et c'est bien difficile de différencier où commence le champignon, où s'arrête le bois. Tiens, on va regarder sur la partie qui est coupée en tranches, on va dire. Et pareil, c'est hyper compliqué de savoir où ça commence et sous... Il est où le cucu et où la tête, hein? Ah ouais, carrément. Ah oui, mais ça sent jusqu'ici maintenant que j'en ai plein les doigts. À chaque fois que je remonte la main, ça fait un petit courant d'air et... Ah oui, là, on dirait presque des rayons de ruche. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, regarde les rayons de ruche. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme quoi, animal ou végétal, on a quand même des structures qui se maintiennent à travers l'évolution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous un ancêtre commun. Donc quelque part, voilà, le codage, il est inscrit. Voyons le petit champi tout comme ça, là, tout mimi. Oh, il est mimi. Il a tout mimi. Couleur crème. Et est-ce qu'on se reprend pas l'autre pour faire une petite image de fond? Ah oui, en plus avec le bonnet, ça va parfaitement bien. Bah tiens, écoutez, non, dans l'autre sens. « 3h13, c'est très bien ça. Ok. Bon, l'observation ce matin était assez rapide, toutes mes confuses, je n'ai pas arrêté de digresser à gauche et à droite. Il est 11h moins le quart.
On va revenir, enfin on va passer à la partie jeux vidéo. Je vais faire 5 minutes de pause histoire de nettoyer un petit peu le bureau et d'aller me laver les mains parce que ça commence à sentir un petit peu le poulailler ici, je vous l'avouerai. Et promis juré, vendredi matin, je prendrai plus de temps sur les observations et on passera plus de temps sur, j'espère, l'amadouvier. Si c'est pas un amadouvier, le gros là que j'ai récupéré, j'irai en prendre et on continuera ça vendredi. Juste pour finir un petit peu, le vrai mycélium, je vous avais dit, j'en montre. Voilà. Alors on est où? On est sur un morceau d'écorce de bouleau à l'intérieur de l'écorce du bouleau. C'est-à-dire que si je retourne, nous avons, hop, petite mise au point, les mêmes caractéristiques qu'on voyait. Je vais bien te mettre dans le bon sens. Voilà. Les mêmes caractéristiques qu'on voyait tout à l'heure sur la vision plus ou moins large. Donc, bienvenue sur un fond d'écran écorce de bouleau. On a le fond blanc, on a les petites taches noires qui apparaissent. On a un petit peu de microfilm, ce qu'on appelle du microfilm, c'est-à-dire ces petites taches vertes là. C'est des algues microscopiques. Elles sont terrestres d'une certaine manière, mais ça reste des algues parce qu'elles sont inféodées à l'humidité qui peut ruisseler sur le tronc des arbres. Et donc si on retourne cette écorce, on va arriver sur le mycélium qui est à l'intérieur. Et donc le mycélium, c'est ces fameuses petites fibres blanches. Donc là, elles sont grossies 5 fois. Et on peut voir qu'il y a vraiment un réseau. Voilà. Ces fibres vont se déployer en réseau. Alors ça peut vous faire penser à un réseau pulmonaire, vasculaire. Ça peut vous faire penser à un être humain ou à une plante. En tout cas, il y a un point commun entre ce champignon, la manière dont il se répartit dans l'espace, et certaines formations de cellules plus évoluées, on va dire, qu'on retrouve chez des animaux ou chez des végétaux. Donc vous vouliez voir ce que c'est vraiment un champignon, bizarrement, c'est vraiment ça. Voilà. Là, vous avez devant les yeux le vrai corps du champignon. Et vous comprenez du coup pourquoi ça a laissé dubitatif énormément de naturalistes quand ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait ce petit bazar là. Ouais, Natokino, exactement, l'internet des arbres. Et en plus, tu tombes tellement bien dans cette image parce que je rappelle, mais vu qu'il y a énormément de symbiose, ou en tout cas de collaboration au niveau racinaire, sous le sol, entre les végétaux et avec les champignons. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des relations de prédation, de parasitisme et tout ça, mais il y a beaucoup de relations positives, bénéfiques, entre un champignon et son hôte ou son partenaire, donc la plante. Et pire que ça, on avait vu il y a quelque temps que le champignon peut servir aussi à transférer des messages, ou en tout cas à faciliter la transmission de messages entre des systèmes racinaires, d'arbres différents, voire même d'espèces différentes. Donc pour le coup, champignon, internet des arbres, mais non seulement ça y ressemble physiquement par le réseau, mais en plus dans le rôle de communication chimique et physique, c'est exactement ça. Merci Nato. Allez, 5 minutes de pause, ça suffit, sinon on va y rester jusqu'à 22 h.